Mercredi 25 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, page politique pour commencer. Il n'y aura pas de report. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 16 novembre 2023, selon la décision prise cet après-midi par la Haute Cour constitutionnelle. En effet, la HCC juge irrecevable la nouvelle requête de Anjraoubel visant à faire constater un cas de force majeure pour reporter le scrutin. Il n'y a donc aucun changement puisque le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar aura lieu le jeudi 16 novembre. Ensuite, 78% des cartes électorales ont été distribuées dans toute l'île jusqu'à présent, selon le président de la CENI hier, Ahmad Zeng. Les informations qui circulent selon lesquelles la CENI a créé des bureaux fictifs est entièrement fausse, selon toujours sa déclaration. Ainsi, il a appelé à mettre fin à la diffusion de fausses informations, conduisant à la perturbation, notamment en cette période électorale. C'est Sylvain nous en dit plus. Environ 8 600 000 électeurs ont reçu leur carte électorale dans toute l'île jusqu'à présent, selon les statistiques publiées par la CENI le 20 octobre. La distribution des cartes électorales se poursuit toujours, car selon le calendrier établi par la CENI, elle prend fin le 2 novembre prochain. Ainsi, il reste encore 10 jours pour accomplir cette tâche. Et les citoyens qui souhaitent récupérer directement leur carte au niveau des bureaux des Fukuntan peuvent également le faire, selon les informations. Les travaux menés par la CENI dans la préparation de l'élection avancent donc comme il se doit. De plus, une formation est dispensée aux citoyens qui travaillent dans les bureaux électoraux, notamment dans les traitements des résultats des élections actuellement. Par ailleurs, le président de la CENI a entièrement démenti le fait que cette commission a créé des bureaux fictifs. Ainsi, il a appelé à mettre fin à la diffusion de fausses informations, conduisant à la perturbation, notamment en cette période de processus électoral. Plus de 2000 citoyens se sont inscrits pour devenir membres du parti politique du candidat numéro 3 Anjraoubel lors du premier jour d'ouverture des inscriptions dans le 2e arrondissement. Selon l'élu de l'IRD dans cette circonscription, ce sont notamment l'amour et la conviction pour le candidat Anjraoubel qui incitent ces citoyens à devenir membres. Le 2e arrondissement qui a également bénéficié des infrastructures de développement et des activités sociales menées par le candidat Anjraoubel durant les 4 ans et 8 mois où il a été à la tête du pays. C'est Sylvain Adel Martina sur les images de Nzar Hadjiansu. De nombreux citoyens prennent le temps de s'inscrire pour devenir membres du parti politique du candidat Anjraoubel dans le 2e arrondissement. Outre l'inscription qui se fait à l'Arena Ivanj, les habitants du 2e arrondissement peuvent également effectuer les inscriptions auprès du siège du parti dans cette circonscription afin d'éviter de longues attentes et de longs déplacements. Près de 2000 nouveaux membres se sont inscrits lors du premier jour d'inscription pour le 2e arrondissement selon les informations. L'entraide et la poursuite de la coopération avec le candidat Anjraoubel pour le développement du pays ont encouragé ses citoyens à adhérer comme membres de son parti politique. Selon leurs précisions, ils ne sont pas payés. De plus, il a été constaté lors des tournées du candidat Anjraoubel, notamment à Antananarive lors de la grande caravane, que de nombreux citoyens le soutiennent toujours, déclare le député Lantre Koutoumang. Ainsi, l'inscription pour devenir membre du parti politique du candidat Anjraoubel se poursuit toujours dans le 2e arrondissement. En éducation, les étudiants issus des provinces au sein de l'université d'Ankara condamnent le harcèlement politique fait par le collectif des candidats à leur encontre, selon leur déclaration de ce jour. Selon eux, il ne faut pas mélanger la politique et l'éducation. Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images de Hassan Rafal Zanaj. Les étudiants des provinces au sein de l'université d'Antananarive condamnent les agissements des collectifs des candidats. Selon eux, ces candidats leur ont donné la somme de 5 millions d'ariars pour les inciter à descendre dans la rue et pour se rallier à leurs manifestations. Selon ces jeunes étudiants, ils sont à l'université pour étudier et non pour faire de la politique. Si ils effectuent une manifestation, c'est pour une demande particulière et ils le font dans l'enceinte de l'université. Par ailleurs, concernant les foyers des étudiants récemment construits par le gouvernement actuel, la liste des bénéficiaires est déjà entre les mains des responsables.
et ces derniers sont en train d'effectuer les vérifications avant la publication finale, a tenu à rassurer le président des étudiants de la province d'Analamanque, rappelant que ces foyers peuvent accueillir 160 étudiants. Le Conseil des ministres a adopté le décret visant à transférer des fonds supplémentaires d'un montant de 3 947 190 000 arrières du ministère de l'économie et des finances pour le budget 2023 à la CENI pour mener à bien la préparation de l'élection présidentielle. Le décret portant nomination de Angiatimi Trames Farasouamboula Nour Marie Jakia comme gouverneur par intérim de la région d'Analamanque a également été adopté lors du Conseil des ministres après la démission de Rassoua Marmaka Eri. Reportage. Le gouvernement rallonge le crédit accordé à la Commission électorale nationale indépendante. En effet, le Conseil des ministres accorde 3,947 milliards supplémentaires à la CENI. Un décret de transfert de crédit sur le compte du ministère de l'économie et des finances a été adopté en ce sens. Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé l'achat de 4 véhicules par la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre de son plan de travail pluriannuel. Ainsi, la CENI se dotera prochainement de 2 véhicules tout-terrain et de 2 minibus. Dans le cadre d'un événement pour la promotion du tourisme à Madagascar, du 5 au 26 novembre prochain, 7 montgolfières seront mobilisées pour visiter différents lieux du pays. C'est ce qui a été approuvé lors du Conseil des ministres. Les montgolfières survoleront entre autres un Pef, un Tirabé, un Balavao, Fenorivandunak, Issal et l'allée des Baobabs à Murundav. Le lancement officiel de cet événement se fera sur le parvis de l'hôtel de ville à Antananarivo le 5 novembre. Page fait divers pour continuer. 5 familles sont désormais sans abri suite à un incendie qui s'est déclenché ce matin vers 9 h à Timialonzafmamas. Les pompiers sont arrivés à temps, mais le feu n'a pas pu être maîtrisé à temps faute d'eau, selon les victimes. Et Hassan Rafan Sanaj. Ce matin vers 9 h, le feu s'est déclaré au premier étage de cette maison située à Timialonzafmamas. L'étage était vide selon les explications de l'un des locataires qui dormait au deuxième. Toujours selon ce dernier, c'est la fumée qui l'a réveillé. Et comme il ne pouvait plus prendre l'escalier pour descendre, il a donc sauté du véranda. Il n'a pu rien sauver, se désole-t-il. Toujours selon son témoignage, le feu pourrait être dû à un court-circuit causé par un surchauffement du chargeur de téléphone. Tout a été réduit en cendres en seulement 1h30, même l'argent destiné à un mariage au mois de décembre, qui est un prêt bancaire, toujours selon les explications. Environ 19 personnes issues de 5 foyers sont désormais sans abri suite à cet incendie. Par ailleurs, le manque d'eau dans le quartier n'a pas facilité le travail des sapeurs-pompiers qui sont pourtant arrivés à temps. Dans un tout autre sujet, la gestion intégrée des ressources en eau est multisectorielle. Afin de procéder au recueil des données techniques et scientifiques efficaces, la mise en place du premier observatoire de l'eau à Madagascar est en bonne marche. Il sera lancé dans la région Haute-Matiach. Ce projet vise à améliorer la connaissance et la compréhension de la ressource en eau pour mieux anticiper les périodes de tension et mieux dimensionner les ouvrages. Les informations recueillies serviront d'outils de décision. Les détails avec Mervoulet Sfiran. L'idée de mettre en place le premier observatoire de l'eau à Madagascar a été concoctée et lancée en 2022. Il sera mis en œuvre dans la région Haute-Matiach après les études menées sur le lac Tantarambib qui alimente 80% de la population fianaroise en eau. Toutefois, le lac Tantarambib est actuellement exposé à des menaces à cause du changement climatique et de la pression anthropique sur la ressource et sur les bassins versants. Le barrage Tantarambib a été bâti en 1956, mais n'a jamais été entretenu depuis ces temps. Il y a donc un risque de tension sur les ressources. La région Haute-Matiach et la métropole de Lyon collaborent ensemble depuis 2006 dans le cadre d'une coopération décentralisée dans les domaines de l'eau, l'assainissement et l'hygiène.
Depuis cette période, on constate que les quantités d'eau diminuent alors que les besoins augmentent, ce qui fait que tôt ou tard, il risque d'avoir des problèmes de tension sur la ressource, d'où l'intérêt de développer un partenariat avec toutes les parties concernées, le ministère de l'eau, les directions régionales, l'université, etc., pour mieux comprendre ces phénomènes de ressources en eau, comment elles évoluent et comment, dans le cadre d'une démarche de gestion intégrée des ressources en eau, comment faire en sorte que les tensions diminuent et que la ressource en eau puisse être exploitée la plus durablement et efficacement possible. La question de GIR et d'observatoire de l'eau repose sur une implication de tous les acteurs. On parle de gestion intégrée de la ressource en eau et d'observatoire de l'eau de la région de Matsiach. Donc les contributions de chacun sont attendues. Évidemment, la coopération décentralisée à travers le programme Horizon appuie techniquement et financièrement ces démarches-là, mais évidemment la région aussi, le ministère de l'eau, les universités, à travers l'implication de leur personnel et la mise en œuvre de leurs moyens, contribuent déjà en fait au succès de ces démarches. Donc on espère que les choses continueront comme ça et que la coopération aussi pourra permettre de continuer à appuyer ces démarches. La gestion intégrée des ressources en eau est multisectorielle selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravou Kachafidniav. Il s'agit d'une collaboration de toutes les entités, car les études scientifiques nous permettent d'améliorer la connaissance et la compréhension de la ressource en eau en vue d'anticiper les périodes de tension et mieux dimensionner les ouvrages. La participation des GLCE doit être considérée sérieusement du fait qu'ils peuvent effectuer des analyses et peuvent être des outils d'aide à la décision. Ainsi, l'Observatoire de l'eau, qui sera incessamment mis en œuvre dans la région Haute-Matsiach, n'est qu'un début. Il servira d'outil de prévision en fonction de divers paramètres. Hier, un atelier sur la gestion intégrée des ressources en eau et sur l'Observatoire de l'eau s'est tenu à Fianarantsu en présence du ministre de l'Eau et avec la participation des acteurs concernés. Concernant les actualités météorologiques, le risque modéré de fortes pluies supérieures à 30 mm par jour sera probable dans 2 jours, mercredi 25 et jeudi 26 octobre, dans tous les districts de la région Analamang, pouvant entraîner effondrement de murs et des glissements de terrain selon le service de la météorologie. Ainsi, la population d'Analamang est exhortée à faire preuve de vigilance durant ces 2 jours afin de prévenir tout danger. Passons à présent aux actualités internationales. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une attaque israélienne près du camp du réfugié de Jenin en Cisjordanie, ont rapporté les médias palestiniens mercredi. Dans le même temps, le Hamas a annoncé que les frappes israéliennes avaient tué au moins 80 personnes dans différents secteurs de la bande de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi. Reportage sur les images de France 24. Bonjour. Oui, c'est le cas suite à ce raid contre le camp de réfugiés de Jenin qui a fait 4 morts selon le ministère de la Santé palestinien. On sait qu'un avion israélien a tiré au moins 2 missiles en direction d'un groupe de personnes dans le camp de réfugiés de Jenin. Il y a également plusieurs blessés. L'armée israélienne indique qu'elle répondait à une attaque de ce qu'elle appelle des terroristes armés qui ont, je cite, lancé des engins explosifs sur les forces de sécurité israéliennes. Et puis aussi depuis le début de la guerre, l'armée israélienne et la police ont multiplié les arrestations. 930 personnes recherchées ont été arrêtées, ainsi que 600 membres présumés du Hamas en Cisjordanie occupée. Et puis, il faut également le préciser, cette montée des violences en Cisjordanie, elle ne date pas de ce 7 octobre 2023. Ça fait grosso modo 1 an et demi que ces raids de l'armée israélienne dans les camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie sont devenus très réguliers. Pour l'armée israélienne, il s'agit d'arrêter ou de tuer de potentiels suspects de terrorisme qui pourraient mener des attaques sur son sol. La Cisjordanie, c'était vraiment sur ça qu'était concentrée l'armée israélienne depuis plusieurs mois, plus d'1 an même. Et ça explique notamment pourquoi l'armée a été surprise par le Hamas à Gaza, puisque eh bien, elle surveillait avec moins d'attention ce qui se passait avec la bande de Gaza. Et puis enfin, l'autre conséquence de cette guerre en Cisjordanie, c'est une montée des violences, des colons
colons israéliens envers des Palestiniens. Parmi ce bilan de 101 morts, il y a plusieurs Palestiniens qui ont été tués par des civils armés. Et à contrario, les colons israéliens disent, eux, que ce sont les Palestiniens qui les attaquent en premier. Oui, habituel en tout cas depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Cette nuit, il y a eu 80 tués à Gaza selon les autorités du Hamas, ce qui fait plus de 5800 morts depuis le début de la guerre. Et puis l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dit qu'elle devrait cesser ses opérations dans la soirée faute de carburant, puisque il n'y a toujours pas de trêve humanitaire en vue, toujours pas de cessez-le-feu. C'est pourtant ce qu'a demandé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans une allocution devant le Conseil de sécurité hier. Il a condamné les violations claires du droit humanitaire. Et puis certains de ses propos ont fait une vive polémique en Israël, puisqu'il a dit, je cite, « C'est important de reconnaître que les attaques du Hamas ne sont pas arrivées dans un vase clos. C'est aussi une conséquence de 56 ans d'occupation suffocante. » Ce sont les mots d'Antonio Guterres qui ne sont pas passés côté israélien. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies a demandé tout de suite sa démission. Et puis il a aussi annoncé qu'Israël pourrait refuser des visas à des officiels de l'ONU. Antonio Guterres a néanmoins réagi sur X. Il a tempéré ses propos en disant, je cite, « Les deuils du peuple palestinien ne peuvent pas justifier les attaques horribles du Hamas ». Quelle position diplomatique adopter face au conflit israélo-palestinien? En Afrique du Sud, l'appel téléphonique de la ministre des Affaires étrangères à des dirigeants du Hamas a soulevé de nombreuses critiques. Les autorités sud-africaines ont très vite réitéré leur neutralité dans ce conflit. La population, elle, est divisée. France 24. Nouvelle manifestation pro-palestinienne au Cap. Mandela Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela qui s'est converti à l'islam, compte bien faire entendre sa voix. Nous sommes aux côtés du Hamas et de la résistance palestinienne. Et nous nous battrons avec eux pour nous assurer qu'eux aussi réussissent leur libération au cours de leur vie. Les propos de certains militants de l'ANC ne sont pas de nature à rassurer la communauté juive sud-africaine qui, elle aussi, organise ces marches. Les manifestants pro-israéliens porteront ces t-shirts reproduisant les photos des enfants kidnappés le 7 octobre dernier. 2 Sud-Africains sont morts dans l'attaque. On a essayé de contacter le gouvernement, mais on n'a jamais reçu de réponse. Aucune compassion envers nous ou envers les familles des victimes. Alors on a décidé de publier une lettre dans les médias, dans le Sunday Times. Monsieur le Président, et là seulement, mon président a réagi. Ramaphosa est le président de l'ANC, mais aussi du pays. Il a donc dû préciser que soutenir la cause palestinienne ne signifie pas soutenir le Hamas. Pretoria aimerait jouer les médiateurs, mais en 30 ans, toutes les initiatives sud-africaines ont échoué, y compris celle de l'ancien président Thabo Mbeki, qui était pourtant considéré comme l'une des plus neutres. Pour ce spécialiste, les Sud-Africains sous l'apartheid n'avaient pas le même type de conflit qu'au Moyen-Orient. Les Sud-Africains partageaient une même identité. Les Israéliens et les Palestiniens ne partagent pas la même identité. La campagne des Palestiniens est pour l'indépendance et la séparation d'Israël, alors que la campagne de la communauté noire était pour l'égalité et l'intégration de tous dans un cadre politique commun. Le modèle sud-africain n'est pas exportable et au pays de Nelson Mandela, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient. Destination Kenya, le breakdance fait partie des nouvelles disciplines des Jeux Olympiques en 2024. Une opportunité pour les amateurs de cette danse urbaine, symbole du New York des années 1980. Mais si l'engouement est bien réel, comme au Kenya, il n'existe que 8 fédérations de breakdance sur tout le continent africain. France 24. Mouvement saccadé, acrobatique et des figures au sol. Le breakdance, un style de danse symbole du New York des années 70-80, encore populaire aujourd'hui. Zushi Africa, un danseur professionnel, s'est découvert une passion il y a plus de 10 ans. Pour lui, un moyen d'éviter les dangers de la rue et de donner un sens à sa vie.
Et je me souviens de cette époque. Je n'en avais vu que dans les films. J'étais fasciné par tous ces mouvements fous que ces gens faisaient. Je me suis dit, je veux faire ça. Aujourd'hui, le breakdance est une discipline inscrite aux Jeux Olympiques. Mais le Kenya ne sera pas représenté en 2024 par manque de moyens. Il y a un gros manque de soutien, pas seulement dans le breakdance, mais je pense à toutes les formes d'art dans tous les domaines. Je pense qu'il y a un gros manque. Le breakdance est aujourd'hui aux Jeux Olympiques et cela aurait été bien que le gouvernement vienne soutenir la scène locale du breakdance. Nous ne sommes pas les seuls. Pour toute l'Afrique, seuls 8 pays sur 54 ont une fédération. Malgré le faible nombre de fédérations sur le continent, les breakers espèrent tout de même inspirer toute une génération. Il y a encore de l'espoir. Auparavant, nous n'étions pas pris au sérieux. Mais maintenant, depuis que le breakdance a été reconnu aux Jeux Olympiques, beaucoup de gens ont de l'espoir. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire et auquel ils peuvent participer. Ça peut rapporter de l'argent. C'est quelque chose qui peut construire ou enrichir une carrière. Pour l'instant, je peux dire que le break va quelque part. Zushi Africa et d'autres danseurs espèrent se retrouver sur la route du podium olympique. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir.